Alors aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice 9 dans cette vidéo. Un exercice qui concerne les automorphismes intérieurs et les éléments de même ordre. Donc dans cet exercice, c'est un exercice d'application de la dernière partie du cours sur les morphismes de groupe. Donc on considère un groupe G noté multiplicativement. Étant donné un élément G qui appartient à G, on note phi indice G, une application qui va de G dans G et qui est définie par, quel que soit X, l'image de X par l'application phi indice G, c'est Gx G-1. Donc cette application, si le groupe G était un groupe abélien, c'est-à-dire si les éléments pouvaient commutater, si Gx était égal à XG, on voit que cette application, ça serait simplement l'application identité. Donc cette notion d'application phi indice G, elle est intéressante que si on a des groupes qui ne sont pas des groupes abéliens. Alors donc on est dans un exercice où G est noté multiplicativement, il représente un groupe abstrait et un groupe abstrait dont on suppose qu'il est plus ou moins non abélien. Donc, montrer que quel que soit X appartient à G, on a phi indice G appartient à hôte de G. Ça veut dire qu'il faut montrer que phi indice G, c'est un automorphisme de G. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que c'est un automorphisme? Ça veut dire que c'est un morphisme de groupe et qu'il est bijectif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que c'est un morphisme de groupe? Alors, quand on a montré que quelque chose est un automorphisme, donc il y a deux choses à faire, montrer que c'est un morphisme de groupe, montrer que c'est bijectif. On commence toujours par montrer d'abord que c'est un morphisme de groupe. Et dans un deuxième temps, on montre que c'est bijectif. Alors, il arrive dans certaines situations qu'on puisse intervertir et faire d'abord montrer que c'est bijectif et ensuite montrer que c'est un morphisme. Mais il arrive des situations où pour montrer que c'est pour montrer que c'est bijectif, on aura besoin de savoir que c'est un morphisme. Alors qu'il n'y a pas de situation où pour montrer que c'est un morphisme, on a besoin de savoir que c'est bijectif. Donc, de façon habituelle, c'est mieux de montrer d'abord que c'est un morphisme. Bien que dans cet exercice-là, ça n'ait pas vraiment d'importance, on peut montrer que c'est bijectif indépendamment du fait que c'est un morphisme. Donc ça, c'est pour la méthode. Donc, ensuite, on va commencer donc par montrer que c'est un morphisme. Alors, on va le corriger là. Donc, c'est étant donné G, donc c'est ici on doit montrer que quel que soit G, donc on pose un G avec soit G. Ok, c'est le schéma de démonstration de quel que soit, pas de problème avec ça. Donc il faut montrer, première étape, donc on va faire deux étapes. Montrons que phi indice G est un morphisme de groupe. Donc pour que ce soit un morphisme de groupe, il faut quand même pas oublier de vérifier, ce qui est dans 99% du temps, c'est une évidence, que phi indice G va bien d'un groupe dans un groupe. Alors ici, c'est bien un groupe dans un groupe. Et donc, on voit aussi que le groupe de départ et le groupe d'arrivée, c'est le même. Ça, c'est le côté endo. Quand on aura montré que ça sera un morphisme, on saura que c'est un endomorphisme. Et quand ce sera bijectif, un endomorphisme bijectif, ce sera un automorphisme. Donc, on prend le morphisme de groupe, c'est quel que soit xy appartient à G, phi de xy égale phi de x fois phi de y. Donc on prend soit xy, c'est le schéma de démonstration de quel que soit xy. Ok, et on va calculer phi indice G de xy, et par ailleurs on va calculer phi indice G de x multiplié par phi indice G de y, et espérer qu'on trouve la même chose. Alors ici, là par définition c'est G le truc, donc ici le truc c'est xy G-1, ça c'est la définition de phi indice G. Phi indice G d'un truc, c'est G le truc G-1. Donc ici, il n'y a rien à calculer. Et quand on calcule l'autre, phi indice G fois phi indice G de x multiplié par phi indice G de y, ça fait ça c'est la définition de phi indice G de x, ça c'est phi indice G de y, et ici il y a G-1G qui se simplifie, et on voit qu'on obtient exactement la même chose que ça, ce qui montre que phi indice G c'est un morphisme de groupe. Donc en général, montrer qu'un truc est un morphisme de groupe, c'est toujours plus ou moins relativement facile. Il n'y a pas ici de difficulté.
Donc on va montrer que c'est une bijection. Pour montrer que c'est une bijection, cette application-là, donc pour montrer que c'est une bijection, on a plusieurs méthodes, mais ce qu'il faut regarder en premier, c'est est-ce que la formule qui donne phi indice g, la variable, est-ce qu'elle apparaît à plusieurs endroits ou à un seul endroit? Ici, la variable, bien sûr, c'est x. La lettre g représente une constante, puisque on a écrit soit g appartient à g. On comprend bien que ici, la lettre x qui fait la variable dans la fonction de l'application phi indice g, ici g c'est une constante et c'est x la variable. Et là, x n'apparaît qu'à un seul endroit, donc on se dit qu'on va pouvoir calculer facilement l'application réciproque. Il s'avère que l'application réciproque, c'est quoi? C'est quand il y a le g-1 ici à gauche et le g à droite, c'est-à-dire c'est phi indice g-1 qui est l'application réciproque. Donc, ce qu'on va faire pour montrer que c'est une application réciproque, on va calculer phi indice g rond phi indice g-1. Pour calculer phi indice g rond phi indice g-1, il faut l'appliquer à un certain x. Donc on commence par écrire soit x, ça c'est parce que ce sont des applications. On le calcule, par définition c'est de mettre des parenthèses comme ça. Ça fait phi indice g de ça. Ici parce que c'est g-1, il faut faire g-1 moins 1. g-1 moins 1 ça fait g. Et ensuite, il faut faire phi indice g de tout ça, c'est-à-dire mettre le g ici, le g-1. Ce g qui est ici, c'est le g-1 moins 1. Ce g-1 moins 1 est devenu ici g. Et là, il y aura g, g-1 qui vont se simplifier, g, g-1 vont se simplifier, ça va faire x. Et x, bien sûr, c'est l'identité appliquée à x. Comme ceci est vrai pour tout x, puisqu'on a fait soit x, on a donc bien que phi indice g rond phi indice g-1, c'est égal à l'identité. Si on avait mis la puissance moins 1 de l'autre côté, on aurait obtenu exactement le même calcul. Il y aurait eu des g-1 ici, un g ici, un g-1 ici et un g ici. Ça se serait simplifié aussi. Et on aurait obtenu phi indice g-1 rond phi indice g égale id. Ce qui montre que phi indice g est une bijection. Et aussi que sa bijection réciproque, c'est phi g-1. Donc ça montre que phi g, c'est bien une bijection, et c'est bien un morphisme de groupe, et c'est bien un endomorphisme. Le fait que c'est un endomorphisme, on n'a rien à démontrer, parce que l'ensemble de départ, c'est égal à l'ensemble d'arrivée. Donc on a fini de montrer que phi indice g, c'était un automorphisme. Deuxième question, il faut montrer que int de g parce que ce sont ce qu'on appelle les automorphismes intérieurs, c'est pour ça que ça s'appelle int de g. C'est l'ensemble qui est défini comme ça, c'est un ensemble défini par des paramètres, c'est l'ensemble de tous les phi indice g pour g qui appartient à g. Donc bien sûr, ce qu'on vient de démontrer dans la question 1, c'est que cet ensemble, il est inclus dans hôte de g. Maintenant qu'on sait qu'il est inclus, on va essayer de montrer que c'est un sous-groupe de hôte de g. Alors on a tout un tas de méthodes pour montrer que quelque chose est un sous-groupe. Ici, on va voir deux méthodes différentes. On va commencer par la méthode classique, où on va montrer que on va faire deux étapes, montrer que l'identité est dans 1 de g, et ensuite on va prendre deux éléments alpha et bêta dans 1 de g, et on va calculer alpha rond bêta moins 1, et montrer que alpha rond bêta moins 1 est encore dans 1 de g. Donc pour montrer que l'identité appartient à 1 de g, il faut, comme c'est un ensemble défini par des paramètres, trouver quel est le paramètre qui fait que ça donne l'identité. Bon, c'est assez évident, étant donné la définition de phi de g, que si on prend g égale 1, on va obtenir l'identité. Alors c'est bien possible qu'en prenant d'autres valeurs, de g, on trouve quand même aussi l'identité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici, une erreur, ça serait de dire on va prendre g égale x. On pourrait avoir l'impression que si on prend g égale x, on va trouver x ici. Mais on n'a pas le droit de prendre g égale x. Ici, la constante g, elle doit être définie avant x, et elle doit être valable pour tout x. Donc on n'a pas du tout le droit de prendre ici g égale x. Ok. Donc, il n'y a pas de problème ici, il n'y a pas de difficulté, on prend simplement 1, g égale 1, donc on a l'identité, c'est égal à phi indice 1, qui appartient bien à 1 de g. Ici, on aurait pu rajouter car 1 appartient à
G. G, c'est l'ensemble des paramètres ici. 1 appartient à G. Ok, donc d'accord avec cette étape qui était assez facile. Maintenant, soit alpha et bêta appartenant à 1 de G. 1 de G, c'est un ensemble défini par des paramètres. Ça veut dire que le schéma d'utilisation de appartient à cet ensemble, c'est d'écrire il existe. Il y a deux paramètres. Alpha, il s'écrit phi indice quelque chose. Bêta, il s'écrit phi indice quelque chose avec des quelque chose qui appartiennent à G. On va calculer alpha rond bêta moins 1. Ben c'est phi indice G rond phi indice H moins 1. Et pour calculer, pour savoir ce que ça fait ça, il faut appliquer ça à un certain X, ce qu'on va faire. Donc on va dire soit X appartient à G. On va calculer phi indice G rond phi indice H moins 1 de X, c'est-à-dire alpha rond bêta moins 1 de X. On sait déjà que phi moins 1 de phi moins 1 indice H, c'est-à-dire l'application réciproque de l'application phi indice H, on sait que c'est phi indice H moins 1. Ça, c'est ce qu'on a fait dans le calcul ici. On sait que phi indice G, c'est une bijection et que sa réciproque, c'est phi indice G moins 1. Donc, on applique ça avec ici H égale G. Donc, on a ça et maintenant, on le calcule. Hein. Ça fait phi indice G de ça. Ici, j'ai déjà simplifié le H moins 1 moins 1. Hein. Ici, le deuxième H, c'est H moins 1 moins 1. Ici, on aura mis un G devant. Donc ici, ce qui est assez intéressant, quand on va développer, ici, GH moins 1. Et de l'autre côté, ça va faire HG moins 1. Mais HG moins 1, c'est GH moins 1 moins 1. Parce que l'inverse de cet élément, l'inverse d'un produit, c'est le produit des inverses pris dans l'ordre inverse. Donc il y aura l'inverse de H, c'est-à-dire H et G moins 1. Donc ça, on voit bien que ici, ce qu'on a ici, HG-1, c'est l'inverse de GH-1. Donc finalement, on obtient bien un truc, X, l'inverse du truc, où le truc c'est GH-G-1. Donc ce qui montre que phi G rond phi H-1, c'est égal à phi de ce truc. Donc c'est bien phi d'un truc. Et un truc qui appartient à H. Donc finalement, alpha rond bêta moins 1 égal à ça, qui est égal à ça, qui appartient à int, car le paramètre ici appartient à G. Donc voilà la méthode classique qui marche très bien sur cet exemple. On a une autre méthode, une méthode un peu plus sophistiquée, puisqu'on a vu dans le cours que l'image d'un paramorphisme d'un sous-groupe, c'était un sous-groupe. Si on trouve un certain morphisme qui aurait comme image le int de G ou un noyau, alors souvent si c'est un ensemble défini par des paramètres, il a plus de chances d'être une image. Si c'est un ensemble défini par des propriétés, il a plus de chances d'être un noyau. Donc ici le int de G, il apparaît clairement comme l'image de l'application qui a petit g associé phi indice G. C'est une application qui est définie de G dans haute de G, qui est définie par quel que soit G appartient à G, psi de G égale phi indice G. Donc cette application, clairement, son image, c'est 1 de G. Et il suffit juste de vérifier que psi, c'est bien un morphisme de groupe. Pour vérifier que psi, c'est un morphisme de groupe, il faut vérifier la propriété qui est là. Parce que ça, par définition, c'est psi de GH égale psi de G rond psi de H. Et pour vérifier ça, il suffit d'appliquer ça à un certain X. Et c'est exactement le même calcul qu'on a fait là, sauf qu'on n'aurait même pas besoin de prendre l'inverse en fait. Alors ce qui est assez intéressant de noter, c'est que dans cette méthode, c'est un petit peu comme si on avait montré seulement qu'il était stable par produit. Et sans avoir besoin de montrer qu'il était stable par passage à l'inverse pour montrer que c'était un sous-groupe. Donc on peut aussi se demander, étant donné cette application psi, quel est son noyau. Alors le noyau de l'application psi, c'est l'ensemble des éléments G qui appartient à G. Donc c'est un sous-groupe de G. C'est le sous-groupe de G tel que phi indice G soit égal à l'élément neutre de l'ensemble d'arrivée. L'ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble des automorphismes. L'élément neutre ici, c'est l'identité. Donc G, il est défini par une loi abstraite qui est la multiplication, et haute de G, il est défini par une loi, il est muni d'une loi qui est la loi de composition des applications. Donc l'élément neutre
de l'ensemble d'arrivée, c'est d'identité. Donc c'est l'ensemble des G qui appartiennent à G, tel que, qu'est-ce que ça veut dire que phi indice G égale it? Ça veut dire que quel que soit x appartient à G. Quand j'applique ça à x, c'est pareil que quand j'applique ça à x. Quand j'applique phi indice G à x, ça fait gx g-1. Quand j'applique identité à x, ça fait ça. Et si on regarde cette égalité ici, si on fait passer le g de l'autre côté, ça veut dire que gx égale xg. Donc en fait, le noyau de phi, c'est l'ensemble des g tels que, quel que soit x, gx égale xg. Mais ça, par définition, c'est le centre de g qu'on a vu dans un autre exercice. Donc en fait, ça veut dire que montrer que l'application de psi, c'est un morphisme de groupe, non seulement ça simplifie un petit peu cette question, la question 2 qu'on vient de faire, mais ça répond aussi à la question d'un exercice où on a montré que le centre G, c'était un sous-groupe. Donc c'est assez intéressant de voir les ensembles définis comme des noyaux, comme des images, parce que une fois qu'on a montré que quelque chose était un morphisme, on obtient deux sous-groupes. Un sous-groupe qui est son image, un sous-groupe de l'ensemble d'arrivée, et un sous-groupe qui est le noyau, qui est un sous-groupe de l'ensemble de départ. Donc montrer que des trucs sont des morphismes, c'est toujours très utile. En tout cas, ça permet de montrer avec un seul calcul que deux choses sont des sous-groupes. Alors, il y a un problème de numérotation, on va se lancer dans la question numéro 3 ici. On suppose maintenant que G est fini. À quoi ça sert de supposer que G est fini? Ça va nous servir à parler de l'ordre d'un élément. On aime bien que le groupe soit fini pour parler de l'ordre d'un élément, pour éviter qu'on ait des éléments d'ordre infini. Donc, on doit montrer que quel que soit phi, un automorphisme, et quel que soit x appartient à G, un élément x et son image par un automorphisme, ils ont le même ordre. Alors, comment on va faire ça? La question 3, donc on prend un automorphisme, on prend un élément, et donc on va raisonner par double divisibilité en utilisant à chaque fois la formule qui dit que si x puissance k égale à 1, x puissance k égale à 1 si et seulement si l'ordre de x divise k, où k est un multiple de l'ordre de x. Ici, on va utiliser plutôt le côté divise. Donc on sait que x puissance ordre de x, ça fait 1, parce que l'ordre de x, c'est un multiple de l'ordre de x. Ok, donc, cette égalité, on peut prendre phi à gauche et à droite. On a phi de ça égale phi de ça. On sait que phi de 1, ça fait 1. Ça, c'est vrai pour tous les morphismes. En particulier, c'est vrai pour les automorphismes. Et ici, les morphismes, ils commutent avec les puissances, elles commutent avec les automorphismes. C'est ce qu'on a vu dans l'exercice où on a démontré ça par récurrence. Ok, donc c'est pas un exercice, c'est dans le cours qu'on a vu que le x puissance phi de x puissance n, ça fait phi de x, le tout à la puissance n. Donc l'ordre de x, il sort de la parenthèse et on obtient ça. Et maintenant on obtient truc à la puissance k égale à 1, ça veut dire que la puissance est un multiple de l'ordre du truc. Donc la puissance ordre de x est un multiple de l'ordre du truc, de l'ordre de phi de x, ou l'ordre de phi de x divise l'ordre de x. Bon, on va faire la même chose, exactement le même calcul dans l'autre sens, en utilisant phi moins 1, qui permet d'obtenir la divisibilité dans l'autre sens, et finalement on a l'égalité. On a une question B qui va remettre plusieurs choses ensemble. Maintenant, on n'a plus de morphisme dans cette histoire, on a juste des éléments, on a x et g, deux éléments de g. On doit montrer que x et x, g-1 ont le même ordre. Alors c'est très simple, on va juste appliquer les questions précédentes, puisque ça, c'est phi indice g de x, et phi indice g, je sais que c'est un automorphisme, puisque c'est ce qu'on a démontré dans la question 1. On sait que phi indice g, c'est un automorphisme. Et on sait que pour tous les automorphismes, x et phi de x, ils ont le même ordre. Donc, c'est juste l'application des questions précédentes.
Donc, d'après la question 1, phi indigé est un automorphisme. D'après la question 3, x et phi indigé ont le même ordre. Et donc, la question B n'est qu'une conséquence des questions précédentes. Voilà pour cet exercice.